Thomas Kruithof. Et bientôt Reda Kateb, il arrive. C'est ça d'être un voisin, c'est qu'il arrive. Merci à sa femme qui va garder l'enfant et le chien, et qui du coup va nous permettre d'accueillir bientôt Reda Kateb. Non, c'est pas elle, enfin je crois pas. Tout le monde va l'identifier comme la femme de Reda Kateb, c'est trop bizarre. Thomas, merci beaucoup. Merci à vous. Je pose 3-4 questions, puis après on accueillera Reda, puis après on accueillera le public qui va poser des questions, tout ça. Non, on va peut-être commencer très simplement par une question qui est à la fois la question du lien avec ton film précédent, mais aussi du travail d'enquête nécessaire pour pouvoir réaliser un scénario comme celui-là, puisque tu es co-scénariste avec le scénariste de Baron Noir, au passage. Peut-être que... Jean-Baptiste Delafont. Jean-Baptiste Delafont. Voilà, comment s'opère la liaison entre tes deux projets successifs et du coup, concrètement, est-ce que tu lis beaucoup? Est-ce que tu vas à la rencontre de gens sur le terrain? Et qu'est-ce qui te donne l'impulsion pour t'intéresser à cette relation-là entre le maire et le directeur de cabinet? Non, après, je ne sais pas vraiment quel est le lien avec mon film d'avant. Après, on s'en rend compte un peu a posteriori. Probablement, j'avais terminé La mécanique de l'ombre et c'était l'élection présidentielle et j'étais un peu fasciné ou très absorbé, un peu comme à chaque élection. Et non, il y avait un truc qui m'intéressait, c'était la question du courage politique. J'entendais ce terme de courage qui revenait parfois dit par des politiques ou des commentateurs. Et parfois, donc j'avais envie de faire un film sur la politique et j'avais envie de faire un film où les personnages à un moment s'approcheraient un peu de ce que ça pourrait être le courage ou la lâcheté en politique. Et bon, voilà, on part souvent d'une idée théorique, c'était très théorique. Et puis après, j'ai rencontré Jean-Baptiste Delafont et on disait aussi que ça se jouait dans la sphère locale, quoi, parce que dans la politique locale, le maire, en fait, il est un peu entre... On dit souvent c'est la courroie de transmission un peu de la République parce qu'il est en première ligne face aux citoyens, donc il connaît les problèmes, même dans une ville de 50, 100 000 habitants, il connaît leur nom, le nom de leurs enfants, il y est exposé encore plus quand il vit dans la ville dont il est maire. Donc voilà, il y avait un peu cette exposition permanente, on va dire, au peuple, qui peut parfois créer des liens d'amitié, de confiance, et puis parfois des liens de méfiance, d'hostilité, d'agressivité, comme on peut voir aussi dans le film. Et donc le maire est un peu au milieu entre les citoyens et l'État central, auprès de qui parfois il reporte, dont il dépend à certains moments, notamment pour régler des problèmes qui sont trop gros pour être réglés dans la seule, je dirais, le seul périmètre de la ville, comme dans la ville dont Isabelle Huppert est maire. Donc non, en fait, on est allé à la rencontre de plusieurs maires. Voilà, il y avait évidemment cette position de maire de banlieue, voilà, cette proximité avec Paris, et puis on a été assez frappé très vite par les problèmes de logement insalubre et tous les corollaires comme les marchands de sommeil, en allant notamment rencontrer le maire de Clichy-sous-Bois, Olivier Klein, le maire de Grigny, Philippe Rio, qui avait vraiment des très très grosses copropriétés, qui étaient devenues un peu des problèmes insolubles qui se dégradaient dans des spirales de dégradation et de paupérisation depuis des dizaines d'années. Voilà, puis il y avait quelque chose d'assez frappant aussi dans la violence à laquelle on assistait quand on rentrait dans ces lieux. Et voilà, puis le logement nous semblait être un bon enjeu pour le film, c'est-à-dire un sujet dont beaucoup de choses dépendent, enfin évidemment l'emploi, l'éducation, la santé, et un sujet vraiment viscéral aussi, assez frappé de comment les habitants de ces cités se battaient pour essayer de reprendre le contrôle de leurs biens, reprendre le contrôle de leur lieu de vie. Voilà, il y avait une espèce d'énergie. Reda Kateb. L'énergie, le contrôle de la vie, hop, tu vas pareil, c'est beau. Merci, salut. Pardon, c'est toujours quand on est le plus près qu'on est le moins ponctuel. Voilà, c'est ça. Bonsoir tout le monde. Ça va. Le temps que tu souffles un peu, je pose quand même la deuxième question à Thomas, du coup, parce que ça va introduire. Ouais, ça va introduire une question avec une longue réponse, Thomas. Voilà, c'est ça. Oui. Merci. Oui, il fait ça très bien, je crois. Oui. Non, peut-être là, tu nous expliques le contexte général et le fait de s'intéresser à une ville du banlieue et à la question du logement, mais du coup, tu t'intéresses aussi vraiment à l'interrelation entre le maire et le directeur de cabinet joué par Reda. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu t'es dit, tiens, ça, c'est un vrai angle, et je vais pouvoir parler à la fois d'enjeux politiques globaux, d'enjeux sociaux, mais aussi de la relation humaine et du rapport au pouvoir de chacun d'entre eux?
Non, ouais, après, ça, c'est arrivé assez vite. Au début, on voulait faire le portrait d'un maire et on trouvait toutes les relations de travail, des gens qu'on rencontrait vraiment intéressantes. Je te coupe, tu dis un maire parce que c'était pas tout de suite forcément une femme. Non, c'est un homme. Ouais, c'est un homme. Pendant une semaine, 2 semaines, je crois, avant qu'on décide que ça soit un duo, une mère et son DIRCAB. Ça nous ces relations-là nous semblaient intéressantes. Et on avait aussi besoin de raconter une histoire qui parle. Le projet, c'était de faire un film qui soit pas comme beaucoup de séries et de films sur la conquête du pouvoir, mais un peu sur l'exercice du pouvoir, et notamment sur le sens de base de la politique, c'est comment je change la vie des gens que je suis censé représenter, quoi. Et très vite, on avait cette idée d'avoir un couple mère DIRCAB assez contrasté à 2 moments différents de leur carrière politique, je dirais de background un peu différents, mais de traiter au cœur de cette histoire, parce qu'on voulait que cette histoire résonne avec l'intime des personnages, avec leur ego, leurs ambitions, leurs faiblesses, et aussi, je dirais, leur engagement politique. Voilà, ces relations où parfois l'intime et le professionnel, les frontières ne sont pas complètement claires, et on voyait beaucoup ces couples DIRCAB mère dans les villes qu'on visitait, et il y avait des tas d'histoires un peu différentes, ou des tas de types de relations différentes. Voilà, là ça nous semblait être, essayer de raconter au milieu de je ne sais pas si on dirait fresque, mais de toute la multiplicité des sujets, des personnages du film, une relation d'amitié professionnelle forte qui va progressivement se fissurer, quoi. Autour de questions personnelles, mais de questions publiques qui sont celles un peu de ta propre ligne de conduite, comment tu arrives à rester, comment tu arrives dans les difficultés qu'il y a, dans les décisions qu'il y a à prendre, et puis aussi dans le petit désordre que peuvent créer les ambitions, ses propres faiblesses ou le narcissisme, etc. Comment on arrive à rester soi, comment on arrive à rester la personne qu'on a dit qu'on serait en politique, quoi. Enfin, voilà, on pensait aussi à ça, la promesse que tu te fais à toi-même quand tu rentres en politique, quoi. Comment tu arrives à Je crois que la réponse a été assez longue pour que tu répondes à la prochaine. Non, pas du tout, j'ai pas dit ça. Non, Reda, peut-être tu peux nous dire, toi, ce qui t'intéresse dans le scénario. Vous ne vous connaissiez pas avant, je pense? On ne se connaissait pas avant. J'avais vu La mécanique de l'ombre, le premier long métrage de Thomas. Et, on s'est rencontrés après que j'ai pu lire ce scénario. J'ai beaucoup aimé ce scénario, j'ai beaucoup aimé ce qu'il raconte, et puis aussi la qualité de ses dialogues, justement un peu par rapport à ce que vous disiez, la manière dont ça peut articuler l'envie de raconter une histoire et de plonger finalement dans ce monde de la politique locale à travers une intrigue une mécanique assez serrée, celle qui pourrait être celle d'un thriller, et en même temps des personnages justes dans la manière dont ils sont traités dans leur intimité, où on ne pousse pas trop, plus que ça la psychologie, où on n'essaye pas en tout cas d'expliquer les personnages. Les personnages ne cherchent pas non plus eux-mêmes à s'expliquer, ils sont pris dans l'action et ensemble ils font une traversée, quoi. Il y a une vraie traversée entre le début et la fin du film, et un vrai changement pour chacun. Voilà, en plus, après, quand j'ai rencontré Thomas, j'ai vu que c'était un mec sympa, au bar du marché, qu'on allait bien s'entendre, et c'était important aussi, en tout cas qu'il avait, il avait déjà écrit en pensant à nous. Donc c'était Isabelle et toi? Oui, voilà. Moi, en lisant, je savais déjà qu'Isabelle Huppert avait accepté le rôle, donc je pouvais lire en l'imaginant, en entendant sa voix. Il y a la qualité de dialogue aussi qui est vraiment importante, c'est-à-dire que ça paraît... je veux dire, c'est une chose vraiment essentielle d'avoir l'impression dans les dialogues qu'au-delà de l'intrigue, au-delà de ce que le réalisateur veut raconter, il y a un peu le souffle de la vie, dans ses creux aussi, c'est-à-dire dans des choses qui peuvent échapper au récit lui-même, quoi. Et je l'ai trouvé aussi, et j'ai trouvé beaucoup d'espace, et ça s'est confirmé ensuite au tournage, où on se rendait compte, on faisait souvent plusieurs versions d'une même scène, pour que, en gros, la palette de couleurs soit la plus large pour le montage, qu'ensuite le tableau puisse se faire au montage. Et on se rendait compte qu'on pouvait jouer différemment, très différemment la même scène à chaque fois. Et ça, c'était souvent assez réjouissant de passer par plein d'explorations et de manières différentes de prendre une scène
notamment beaucoup entre Isabelle Huppert et moi. Tu dis ça, mais en même temps, tu racontes que le principe là, des variations et des reprises au moment du tournage n'est pas exactement le même entre toi et Isabelle. Que toi, tu es plus dans la possibilité de changer éventuellement un ou deux mots, et que ce qui t'a impressionné, c'est quand même l'extraordinairement rigueur, et du coup la capacité qu'a Isabelle parfois à reproduire des choses au millième de centimètre près. Est-ce que tu peux nous raconter ça, comment du coup deux acteurs se trouvent à partir de méthodes de travail qui sont probablement pas exactement les mêmes? Oui, c'est vrai. Alors, ce qui m'a impressionné, c'est pas tant la capacité d'Isabelle Huppert à reproduire vraiment au millième de seconde des gestes et la rythmique d'une scène, mais plus à retrouver à chaque fois l'instant présent d'une chose qui arrive pour la première fois. Et ça, je trouve vraiment, pour avoir été vraiment aux premières loges, le premier spectateur de ce qu'elle faisait dans les scènes, que c'est vraiment... Enfin, je ne l'ai pas vu chez d'autres actrices avec lesquelles j'ai pu jouer. Et ensuite, moi, pour pouvoir ressentir que je vis les choses pour la première fois, j'ai besoin d'imprécision, j'ai besoin de parfois rallonger des temps ou les raccourcir ou me laisser surprendre par des choses qui ne sont pas maîtrisées, qui ne sont pas contrôlées. Donc voilà, c'est des natures, mais on a, je trouve, et avec Thomas comme chef d'orchestre, accordé assez bien nos différentes manières d'approcher le jeu. Et ouais, j'ai l'impression qu'on a fait un peu un pas vers l'autre, parce qu'elle aurait très bien pu être gênée aussi par cette chose-là, parfois des choses imprécises, ou moi, par une mécanique d'horlogerie suisse, quoi. Mais c'était pas le cas, parce qu'on se retrouvait à chaque fois dans l'instant présent. Alors, juste après, je parle de la salle, je veux bien qu'on parle un tout petit peu de la question du rythme, parce qu'elle est quand même très importante dans le film. Tu as évoqué le fait que ça pouvait être un thriller, enfin... Et l'une des forces du film, c'est quand même qu'à la fois, ça repose beaucoup sur la parole, et en même temps, on a l'impression que ça va à 200 à l'heure, et que le montage, évidemment, sert à ça, notamment en faisant en sorte de passer de la répétition à l'acte général de la réunion publique, de changer d'un personnage pendant la même conversation. Enfin, une espèce d'obsession, en fait, d'avancer toujours plus, et du coup, de créer un rapport de tension au spectateur. Voilà, c'était quoi tes référents par rapport à cette question rythmique, et qu'est-ce que tu cherchais à produire? Je pense que ce que je cherchais, c'était... Enfin, j'avais le sentiment que ça serait un film où on parlerait beaucoup, et parfois... mais souvent que ce qu'on devait capter, évidemment qu'on devait suivre les dialogues, mais finalement, les argumentations des personnages, la plupart du temps, elles échouent dans le film. C'est pas parce que tu as raison que tu gagnes. Il y a des débats, on se regarde. Et souvent les personnages ne révèlent pas trop ce qu'ils pensent ou leurs blessures, ou notamment les deux personnages principaux sont assez peuvent garder une petite part de mystère ou rester un peu secrets, ou en tout cas l'un à l'autre. Donc on essayait aussi de capter ça, un petit peu de leur intériorité, et surtout aussi beaucoup l'énergie physique, quoi. Et le rythme du film, il est venu un peu naturellement. Moi, j'étais assez frappé aussi en les voyant travailler. Les gens tous ces gens de la politique sur le terrain, enfin toutes les équipes, voilà, l'épuisement, l'énergie déployée. Et je savais que le film, il accompagnerait l'énergie physique des personnages. Donc globalement, beaucoup sur les choix de montage, et aussi un petit peu, je dirais, de découpage, c'est comment rentrer dans la scène en accompagnant l'énergie d'un personnage. Pas forcément le personnage principal, mais un des autres second rôles. C'était ça qui nous emmenait un peu d'une scène à l'autre. Voilà, capter un petit peu, travailler la présence des visages à l'écran, et cette espèce de flot d'énergie qui coule. Après, sur le rythme des paroles, on s'était... il y avait quelque chose, parfois on peut quand on tourne, essayer de ralentir ou un peu accélérer, parfois, je dirais, pour se garder un petit peu de marge, un petit peu de blanc, ou tenter des choses, mais souvent, même si on allait chercher des à-coups, et notamment Reda le faisait, et d'autres comédiens aussi, il y avait un rythme un peu juste qui se déclinait sur le film, et que finalement, au montage, on a souvent suivi. Un rythme juste aussi de la vitesse à laquelle ces cerveaux réfléchissent, la vitesse à laquelle ces phrases peuvent sortir, ces idées à être pensées, quoi. Et en fait, c'est une vitesse un peu plus rapide que ce qu'on avait imaginé, quoi. Christine, qui est script, qui est dans la salle, voilà, elle avait minuté le film. Lève le doigt, Christine, peut-être? Ça va te gêner en plus. Elle est là, elle a toute la main. Voilà, donc Christine, elle avait minuté le film. Avant, on essaie de se faire une idée du film. Et en fait, dès le premier montage, on était naturellement, sans chercher spécialement, à aller vite, à tout crin, dans
les scènes du film, on avait gagné, je sais pas, 12 minutes, quoi, en gardant le... Voilà. C'était le rythme naturel qui avait été trouvé sur le tournage, quoi. Et par exemple, au scénario, les scènes où on confond la réunion préparatoire et la réunion publique, c'est des choses qui existent déjà au scénario ou tu l'inventes au montage? Non, ça c'était écrit au scénario. L'idée, un peu, c'était l'analogie entre souvent les films de braquage de banque où on se met autour d'une table, on fait un plan et après on voit la réalisation du plan qui évidemment se passe jamais comme on a prévu. Bon voilà, on était parti un peu de ça aussi. Une fois, une mère m'avait dit nous, on fait comme vous, on fait des scénarios, quoi. Enfin, voilà, me parlant un peu de ce type de réunion, on essaie d'échafauder un peu des stratégies et de se mettre à la place des interlocuteurs. Donc voilà, non, après, il y a des choses qui se sont retrouvées au montage. Probablement que le film, il y avait encore plus de... évidemment, on entrelace un peu les scènes. Le plaisir du film aussi, enfin le plaisir, j'espère, c'est l'ubiquité, quoi, d'aller d'un décor à un autre, de sans cesse changer. Et je pense qu'il reste ça dans le film, mais probablement à l'écriture, on l'avait peut-être un peu trop fait. Et on a essayé de le faire de manière plus juste au montage, quoi. Je termine par un truc qui est une pure appréciation personnelle, et après je passe par là à ça. Moi, un des trucs qui m'émeut dans le film, c'est le refus de la démagogie. Et vraiment, sur ce sujet-là, je trouve ça hyper important. Ce serait tellement facile d'être en surplomb par rapport au personnage, de se moquer de la politique comme un truc dérisoire et cynique, que là, tout à coup, le fait d'accueillir vraiment l'action, cette hauteur-là du champ politique, et de ne pas être en surplomb, et, voilà, et ça contribue, moi, à mon emballement face au film. Donc j'avais envie de dire merci pour ça aussi. Merci. Allez, qui pose la première question? On a croisé le maire de Montreuil qui a beaucoup aimé le film, par exemple. Hasard. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Salut. Ah, salut Vladimir. Bonsoir Reda, bonsoir à tous. Moi, c'est pas une question, c'est plutôt un ressenti, un témoignage sur ton film. Pas du tout, mais je ressors avec un sentiment un peu partagé entre la manière dont les choses finissent bien finalement pour ces habitants de la cité qui reçoivent tous ces millions, et la réalité du paysage politique aujourd'hui où j'ai l'impression parfois que les engagements, les valeurs qui sont défendues sont pas vraies en fait. Et pour moi, les personnages que tu décris, que tu montres dans le film, ils portent ces valeurs, ces choses pour lesquelles les politiques se battent pour les gens. Et il y a un contraste, mais ça c'est vraiment mon ressenti personnel, entre ce qu'on vit aujourd'hui en politique et ce que tu montres dans ton film. Et en fait, moi j'attendais une fin moins joyeuse, moins heureuse, parce que j'ai l'impression que finalement, voilà, aujourd'hui, tout n'est pas si joli comme je peux le montrer. Tout n'est pas si facile. Tout ne tient qu'à un film pour la référence. Voilà, mais merci en tout cas pour la manière dont tu montres les choses. Et voilà, ça peut aussi être un message d'espoir en se disant que finalement, oui, peut-être il y a des personnes qui se battent. Non, mais moi j'ai pas vraiment voulu faire non plus un message d'espoir. Après, on essaie de faire un film, de raconter les choses de manière nuancée, sans être ni angélique, ni cynique. Il y a des gens, comme tu dis dans le film, qui défendent certaines valeurs. Je pense que le film touche un peu à la beauté que peut avoir l'engagement politique, le dévouement au service des autres, même si les personnages, en tout cas les personnages principaux, ne sont pas dignes de ces valeurs tout au long du film. Ils oscillent pas mal. Voilà, moi je crois à ces personnages, à leur possibilité de faire des choses. Je crois qu'on peut faire des choses. Et puis après, c'est vrai aussi que bon an, mal an, notamment la cité où on a tourné le film, celle du Chêne Pointu à Clichy-sous-Bois, bon, a finalement réussi, après une dizaine d'années, à avoir un plan de rénovation, voilà, qui n'est pas le début d'un processus qui va être long derrière et qui va être aussi compliqué, qui n'est pas gagné, mais qui est juste, qui est déjà une note, je veux dire, une note d'espoir dans le futur. Et puis c'est vrai que moi, j'avais pas l'impression complètement de faire une happy end, c'est-à-dire que les personnages il y a cette note d'espoir pour ces gens-là. Les personnages se sont un peu révélés à eux-mêmes, sont revenus un peu, se sont réunis. Il y a quelque chose de peut-être aussi un peu mélancolique avec la fin de carrière du personnage d'Isabelle Huppert. Mais finalement, ils n'ont pas gagné parce qu'ils avaient les meilleurs arguments, parce qu'ils le méritaient, parce que c'était plus juste. Ils ont tiré parti des événements, ils ont tiré parti des opportunités, ils ont gagné sur une petite manœuvre politicard, sur un barreau d'honneur plein d'énergie, et aussi en renouant un peu le dialogue avec les habitants, mais dans un système complètement chaotique, dans un système où en fait, 25 fois, ils auraient pu ne pas gagner.
Et d'ailleurs, où ils ont peut-être pris la subvention à une autre ville qui peut-être le méritait le plus, quoi. Voilà, donc c'est sûr qu'il y a cette note d'espoir pour ces gens-là, qui est le début d'un processus de reconstruction, mais et les personnages sont allés au bout d'eux-mêmes. Voilà, moi j'ai envie de croire à eux, et au fond, je ne crois pas non plus que ça rétablit non plus tout le système dans lequel ils ont navigué, ce système chaotique pour y parvenir. Oui, merci, bonsoir et bravo. Par rapport à ce que disait Vladimir, je pensais justement à cette question du pouvoir, parce qu'en réalité, la mère, elle a le pouvoir d'agir parce qu'elle renonce à son pouvoir. Elle échange le pouvoir qu'elle a, elle, par rapport au pouvoir d'agir pour la cité. Donc ça me paraît un point vraiment intéressant sur les contradictions du pouvoir. Ça me fait penser aussi à votre film précédent. Vous disiez que le lien n'était pas évident, ça tourne quand même autour de l'exercice du pouvoir. Et ça me fait penser aussi au film L'exercice de l'État, que j'avais trouvé absolument formidable, c'est-à-dire ces questions-là. Et donc peut-être c'est quand on renonce au pouvoir qu'on l'a, et quand on croit qu'on l'exerce, on ne l'a pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, là je pense que c'est je pense que là c'est un hasard, une circonstance de cette histoire aussi, où, enfin, qui est possible par deux choses, parce que parfois pour la politique politicienne, en l'occurrence ces histoires de nomination municipale et le problème qu'elle crée, lui permet d'avoir d'avoir de quoi faire un chantage pour obtenir sa subvention. Donc c'est des choses qui se croisent, et voilà, et c'est incertain, et c'est pas un truc qui aurait forcément marché tout le temps. Elle n'avait pas la possibilité de monnayer autant l'arrêt de sa carrière. Voilà, mais en même temps ça donne du sens probablement à l'arrêt de sa carrière, et c'est aussi lié probablement à un peu à quel point la politique française en France est centrale, quoi. Enfin centralisée, pardon. C'est-à-dire, voilà, l'Élysée, quoi. Donc tout ce film, c'est des gens qui se battent pour qu'à un moment, 30 secondes à l'Élysée, on ait parlé de cette cité, de ces 3000 habitants, et que ça puisse changer potentiellement leur destin. Et d'ailleurs, les strates d'en dessous, qui ne leur donnaient pas la subvention, que ce soit le chef de cabinet du ministre ou le directeur de l'Haut-Commissaire du Grand Paris, ils se retrouvent tout d'un coup par une manœuvre politicienne complètement squeezée, même eux, par au-dessus, quoi. Voilà, je trouve que c'est quelque chose d'un petit peu, enfin, peut-être pas spécialement français, mais français quand même, et assez particulier, assez tortueux, je trouve. Verticalité que tu travailles entre autres par le jeu des escaliers. Complètement. Non, c'est vrai, c'est vraiment, enfin, on s'en est rendu compte en faisant les repérages du film. Je ne m'étais même pas rendu compte que j'avais écrit autant d'escaliers dans le film, et puis à chaque fois qu'on découvre les décors, je me disais, il y a encore un escalier, et qu'est-ce que ça veut dire? Et puis au bout d'un certain temps, je me disais, quand je voyais un décor où je cherchais un bureau, mais que je voyais qu'il y avait un escalier qui menait à ce bureau, je me disais, ah, il est bien cet escalier. Et voilà, et après c'est un des motifs du film, parce que les montées ou descendre d'un escalier, évidemment, il y a la verticalité, le côté pyramidal de la politique française, et puis aussi voilà, l'effort. À côté de moi, la personne qui a monté et descendu le plus de marches dans ce film. Merci de rendre hommage. Oui, le titre du film, Les promesses, généralement à propos des promesses, vous savez ce qu'on dit ordinairement, les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et j'ai trouvé très bien la manière dont vous jouez avec ce système de promesses à tous les niveaux finalement. Hein, on promet à Isabelle Huppert un poste de ministre, Isabelle Huppert promet ceci, le DIRCAP promet autre chose, enfin, on est dans un système de promesses. Mais ce qui me frappe par rapport justement à l'intervention du premier monsieur sur les différences de niveau entre la politique locale et la politique nationale, c'est qu'au niveau local, on a des gens qui parlent à des gens. La médiatisation, c'est ça. C'est quelqu'un qui parle à quelqu'un. Et ça fait une grosse différence, évidemment, avec le niveau national. Parce qu'au niveau local, quand quelqu'un parle à quelqu'un, c'est vraiment pour parler de quelque chose de concret, qui existe. Pas de parler en général
de macroéconomie, mais de microéconomie. Et il y a dans l'inspiration du film quelque chose qui nous ramène à une idée simple que l'économie, ça commence par chacun, par son périmètre d'action possible, et que là, il y a des enjeux, et qu'on peut les définir, et qui ne nous échappent pas, ces enjeux. Et ce film m'a touché pour cette raison. Enfin, vous parlez d'économie, c'est vrai qu'on se rendait compte que c'était un film qui parlait beaucoup plus d'argent que d'idéologie, quoi. Parfois de petites sommes, parfois de grandes sommes, quoi. Et évidemment, naturellement, des promesses un petit peu partout dans le film. Au point que vous avez choisi de ne pas donner de couleur politique à cette majorité. Ouais, c'était assez... En fait, aussi c'est un peu venu naturellement, parce que tous les maires avec qui on travaillait sur ces problèmes-là, bon, dans leur quotidien, dans leur présent, qui se battaient pour la rénovation de logements insalubres ou pour la lutte contre les marchands de sommeil, etc. C'est dans des villes assez similaires de banlieue parisienne, dans le 93, mais aussi dans l'Essonne, dans le 78. Finalement, on rencontrait des maires de bords politiques différents, mais ils avaient un peu le même discours et la même méthode sur ces questions-là. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient... je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence entre gauche et droite et entre les différents partis, mais au quotidien, quand on les suivait, ça ne se voyait pas. Et sur beaucoup de ces problèmes, d'ailleurs, ces maires-là s'associaient, essayaient de faire cause commune médiatiquement. Ils ont créé des associations pour essayer de faire valoir auprès de l'État un rappel de l'équité territoriale entre les métropoles et les banlieues, quoi, notamment les banlieues parisiennes. Donc c'est vrai que ça semblait être un filtre, une étiquette qui apporterait pas grand-chose sur ce personnage-là, pour qu'on puisse se projeter dessus. Bonsoir. Déjà, je voulais vous féliciter d'avoir réussi à rendre cinématographique l'ANRU et les plans de rénovation urbaine, qui sont des choses qui sont quand même un peu longues, un peu lourdes et pas forcément très sexy. J'avais une question pour Reza, en tant que Montreuillois. Est-ce que vous vous êtes nourri de la scène politique montreuilloise? Non, parce que je la connais pas vraiment, la scène politique montreuilloise, mais malgré tout, il y avait quand même l'idée que cette histoire pourrait se passer à Montreuil et dans d'autres villes de ce département. Mais non, moi, mon expérience finalement avec la municipalité, c'était plus mon expérience d'enfance à Ivry-sur-Seine, du coup, qui est aussi une mairie communiste et qui doit avoir beaucoup de points communs avec Montreuil. Donc voilà, mais bon, en même temps, moi, j'ai jamais vécu dans les bureaux de la mairie. Hein. Je partais en vacances par la mairie, et malgré tout, il y avait ce lien avec la municipalité qu'il y a ici aussi, qui soit pacifié ou plus compliqué à certains moments, mais il y a un lien qui existe, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de villes en France ou d'arrondissements à Paris. Donc malgré tout, c'est un terrain qui m'est familier. Et après, il y avait le côté immersif de plonger dans un monde que je ne connais pas, qui est celui de la politique locale. Les directeurs de cabinet, par exemple, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et tu en as rencontré certains pour te nourrir de personnage? J'ai pu en rencontrer notamment un à Clichy-sous-Bois, là où on a tourné, qui avait pas mal de points communs avec mon personnage, mais il n'y avait pas du tout l'idée de copier ou de partir à la pêche vraiment d'informations cruciales. C'était plus... oui, quelques rencontres que j'ai pu faire et des personnes avec lesquelles j'ai pu échanger. Et très vite, je me suis rendu compte, vous parliez du rythme, c'est beaucoup une chose à laquelle je me suis quand même attaché dans ces rencontres, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait pour ces personnes entre le moment où elles se lèvent le matin et où elles se couchent le soir. Voilà. Et j'ai vite compris, par exemple, que le temps qu'elles m'accordaient, elles auraient à le rattraper derrière. Donc, il y a quelque chose Et puis aussi la diversité des dossiers. J'avais pas cette image-là. Je pensais que c'était plus quelqu'un qui écrivait les discours, qui gérait le planning et tout ça, mais j'avais pas conscience que finalement le directeur de cabinet, en tout cas à Clichy-sous-Bois, était vraiment en première ligne face aux habitants et qu'il était même finalement pour la mairie, pour le maire, une espèce de pont aussi vers les habitants, puisque en lien avec tout le tissu associatif,
une personne qui a la confiance finalement des habitants. Et ça, je me suis aperçu que oui, c'était très très important aussi pour le maire là-bas. Moi, je voulais juste savoir si l'expérience justement de Clichy-sous-Bois vous avait inspiré, sachant que le maire qui précédait Olivier Klein, M. Dillin, a été lui-même à l'origine du message de l'habitat insalubre, des copropriétés dégradées, qui était le cadre global donc, de Clichy-sous-Bois. M. Dillin a été porteur du projet auprès des gouvernements. Et les ANRU sont nés à ce moment-là. Et je voulais savoir si ça vous avait inspiré, en fait, cette histoire de Clichy-sous-Bois, justement par le fait que vous avez tourné aux Chênes Pointus, qui a été la dernière, qui est exactement la dernière copropriété à avoir eu droit à un programme de réhabilitation. Non, bien sûr, cette histoire... Clichy-sous-Bois, après, c'est les lieux... les gens sur le terrain, les habitants, les réunions publiques, et à Clichy et dans quelques autres villes nous ont inspiré. Après, la figure dont vous parlez, Claude Dillin, l'ancien maire de Clichy-sous-Bois, qui est décédé depuis, mais qui a été sénateur après, mais qui avait été maire pendant 15 ans. Moi, j'ai pas suivi son histoire. Par contre, j'avais lu un texte qu'il avait fait dans Le Monde, une tribune, moi, Claude Dillin, maire de Clichy-sous-Bois, ou peut-être maire de banlieue, je ne sais plus, où il racontait vraiment, sur quelques feuillets, de manière très courte, très percutante, son quotidien, ses problèmes, les limites, etc. Et avec un sentiment, une espèce de colère, d'épuisement, mais aussi de, je sais pas, une force. Voilà, moi je trouvais ça inspirant. Voilà, et je pense que ça a été un modèle aussi pour pas mal de maires dans des villes similaires, un modèle de ce combat pour essayer de porter, de porter certaines causes voilà, au niveau au-dessus. Ça tombe bien que ce soit la dernière, puisque je trouve qu'on n'a pas... Enfin, moi, en tous les cas, je voulais souligner le remarquable jeu des acteurs, le remarquable casting, le remarquable scénario et les extraordinaires dialogues. Je trouvais que on n'a peut-être pas ce soir suffisamment insisté pendant ces questions-réponses sur la qualité de ceux qui ont mis en place, mis en scène et joué ce film. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci Thomas, merci Reda. Et à demain avec Laurent Cantet. Merci tout le monde.